que tout le monde a bien conscience, dans cette salle et ailleurs, que nos institutions sont en crise. On n'a pas forcément le même diagnostic. André Bellon nous propose de changer carrément de constitution avec l'élection d'une constitution. Nous avons déjà eu un débat. Voilà. Toi, tu penses qu'on peut réformer les choses à l'intérieur de la Ve République. Donc, déjà, quel diagnostic tu formules par rapport à cette dimension institutionnelle, et au-delà du mécano institutionnel, quels sont les principes politiques qui seraient importants de faire émerger pour qu'on change de constitution ou pas, la démocratie et le peuple souverain retrouvent leurs droits fondamentaux? Merci Anne-Cécile, ça marche là? Je savais bien que tu me poserais une question très articulée. Voilà, très articulée. Bon, je ne vais pas tenir des libres propos. Dire d'abord que j'ai beaucoup apprécié l'intervention liminaire que j'ai entendue. Je n'étais pas d'accord avec tout, notamment sur la décentralisation. Ça ne surprendra peut-être pas, mais j'ai beaucoup apprécié la netteté, la force, le courage et le côté innovant aussi de Xavier. Cette intervention m'a énormément plu. Je voulais le dire. Alors, par où commencer, on ne sait pas trop. Que nos institutions soient en crise, plutôt notre système politique que nos institutions. Car si on y réfléchit, nous avons deux choses. Nous avons les institutions, nous avons le peuple. À partir du moment où les institutions ne sont pas suffisamment adéquates au peuple, se posent un certain nombre de questions, parmi lesquelles la proportionnelle, à laquelle je suis opposée pour ma part, mais nous pourrons y revenir le cas échéant. Les institutions qui ne sont pas adéquates. Alors il a été rappelé très justement le discours de Bayeux, les principes sur lesquels sont fondées la Constitution de la Ve République, le parlementarisme rationalisé qui devait éviter toutes sortes d'accidents. D'ailleurs, peu d'années après, Michel Debré a dit qu'il ne pensait pas obtenir un Parlement aussi, comment dirais-je, discipliné. Il faut rappeler que c'était pour les plus vieux d'entre nous, on parlait des godillots. On parlait du parti des godillots s'agissant de l'UNR, puis l'UDR, etc. C'est ce qui se disait. On m'a même posé la question à l'oral de l'ENA. Vieux sous-préfet, donc on sentait avoir été gaulliste, m'a dit « Qu'est-ce que vous pensez de la notion de godillot ?» C'était difficile, mais enfin. Donc je veux dire qu'il y avait cette idée que tout le monde un peu derrière le grand homme quand même. Je ne veux pas caricaturer, mais on a tendance aujourd'hui, y compris dans ma propre fondation, on a tendance parfois à peut-être quand même surestimer le gaullisme. Je pense pour ma part que les institutions gaulliennes étaient solides, utiles au peuple français. Elles ont fait la preuve de leur solidité, même de leur adéquation démocratique, puisque si l'on songe que le général est parti après un référendum. Mais on ne peut pas pour autant ne pas voir qu'il y avait, pour les plus âgés d'entre nous toujours, tu ne vois pas sans doute ce que je veux dire forcément, mais peut-être une petite dimension césariste. Il a souvent été dit que le président Mitterrand avait civilisé les institutions parce qu'il était attaché au parlementarisme. Et je crois pour ma part que c'est assez juste. Que s'est-il passé ensuite? Ensuite, vous avez eu je vais revenir sur le phénomène principal qui, selon moi, est le référendum de 2005. Je finirai là-dessus. Mais il y a eu quand même un certain nombre de bouleversements dans les institutions qui ont fini à l'absurdité. Le pire étant les réformes Sarkozy de 2008. Avec, je ne sais pas ce qu'en pense André, comme ancien parlementaire, mais moi j'ai vu à la commission des lois, dont j'étais vice-présidente, comment marchait un système où c'est pas le texte du gouvernement mais qui propose la loi, bien sûr, à l'origine, le projet de loi gouvernemental, mais le texte adopté en commission qui vient, en réalité, devant l'Assemblée, en réalité, ça jette une confusion terrible, le gouvernement est obligé d'amender, de suramender, ça fait durer les débats, et ce n'est pas une bonne chose. Bien pire que ça, la funeste question prioritaire de constitutionnalité qui fait le bonheur des avocats fiscalistes. Ça marche très très bien. Qui met le bazar, si je puis dire, dans la loi souveraine, puisque quand le député vote une loi, il tremble de peur à l'idée qu'il peut y avoir une QPC. C'est-à-dire que quelque part dans sa loi, c'est peut-être niché une atteinte à un droit et une liberté qui sont aujourd'hui devenus le mantra non seulement de la France, mais aussi, ça nous mènerait loin d'y venir, j'en dirai un mot tout à l'heure, ça te surprend en récitant de ma part, de la façon dont l'Union européenne conçoit l'état de droit, selon moi d'une manière totalement abusive par rapport à la souveraineté populaire. Voilà, là j'ai à peu près cadré ce que je voulais dire. Donc des institutions qui marchent ou qui ne marchent pas, c'est très difficile à dire. Naturellement, nous sommes arrivés aujourd'hui, nous avons 3 blocs à peu près dans le pays, traduits en termes d'élections au Parlement. Nous avons 3 blocs et on pourra toujours dire que les institutions n'étaient pas faites pour cela. Mais on a quand même connu 2 cohabitations, ça n'est pas rien. Les plus âgés d'entre nous se souviennent encore qu'à Sciences Po, un sujet qui tournait, c'était
Qu'arriverait-il à la France s'il devait y avoir un Premier ministre qui ne serait pas du parti du président de la République? Alors, pleurs, grincement de dents, arrachage de cheveux, et est-ce que la cohabitation est vraiment possible? C'était ça, ce que se demandait un nombre d'éminents constitutionnalistes. Encore dans les années, tu t'en souviens André peut-être, encore, et puis est arrivé dans les années 70, et puis est arrivée la cohabitation, tout s'est bien passé. Au contraire, les Français ont l'air d'avoir plutôt apprécié, d'un point de vue historique, si ce n'est politique, ce partage de pouvoir qui permettait de faire entendre toutes les voix. Ensuite est arrivé, pardon d'être un peu peut-être dans la continuité, un peu peut-être chronologique, est arrivée alors la réforme la plus funeste de toutes, c'est le quinquennat. Alors le quinquennat, alors je l'ai vécu, j'étais au comité Vedel, donc je fréquentais les Duhamel et tous les porteurs de ce comité Vedel de 93 sur la réforme de la Constitution. L'idée, c'était vraiment de mettre le peuple au pas. Franchement, c'était ça. L'idée, c'était qu'on va arriver à une sorte, on arriverait à des gouvernements plus consensuels, j'ose dire plus centristes, pardon, qui nous éloigneraient de la sauvagerie d'une gauche extrême, comme des excès d'une droite qui pourrait l'être également. C'était ça, l'idée qu'il y avait, enfin, telle que je l'ai vécue, derrière ce qu'on appelait à l'époque le lobby des constitutionnalistes. Car croyez-moi, il existe, et à mon avis, il existe encore. Simplement, ce ne sont pas les mêmes. Donc on a fait le quinquennat qui est, à mes yeux, une réforme absolument funeste, et j'en veux pour preuve que maintenant, beaucoup de gens qui avaient voté le quinquennat à l'époque, c'est pas mon cas, beaucoup de gens disent que le quinquennat, finalement, c'était pas une bonne chose. Voilà. On arrive à voter 4 fois de suite, le quinquennat avec élection avait inversion des élections, bien entendu, après la présidentielle. Donc on arrive à voter 4 fois pour à peu près la même chose. Premier tour présidentiel, deuxième tour, premier tour législatif, deuxième tour. On coupe très rapidement le sifflet aux voix dissidentes. C'est une très mauvaise chose. Alors l'idée qu'on nous aurait alignés sur le reste du système européen est absurde, parce que l'élection du président au suffrage universel, elle n'est pas alignée sur l'ensemble des autres systèmes démocratiques. Très peu nombreux, le Portugal, sont ceux qui ont un système comparable. Donc tout ça ne tenait pas la route, et je suis très frappée, parce que je gravite un peu dans ce milieu, de voir quand même le nombre de constitutionnalistes notamment, de juristes tout simplement, qui ont changé leur fusil d'épaule sur le quinquennat. Mais entre-temps, les dégâts ont été faits. Maintenant, j'en viens à ce qui a été, à mes yeux, le pire dégât de tous, c'est le fait d'avoir coupé la parole au peuple depuis le résultat du référendum de 2005. Parce qu'en 2005, il y avait déjà des interrogations, des montées de l'extrême droite, des interrogations sur les passions tristes, sur lesquelles on pourrait aussi revenir, qui, à mon avis, sont plus un effet qu'une cause. Et on a eu ce petit miracle en 2005, on a donné la parole au peuple sur ce qui était tout de même son avenir, parce qu'une constitution européenne SIC, ce n'est quand même pas tout à fait rien. Il y a eu un fort taux de participation, il y a eu beaucoup de débats, c'était le début des réseaux sociaux d'ailleurs, enfin pas des réseaux sociaux allemands, mais des débats par le biais d'Internet, c'était plutôt vrai, forte participation, beaucoup de débats, enjeu parfaitement compris, et résultat, plus de 54% des Français disent non à un président médusé, car il croyait avoir posé une question d'une rassurante obscurité. Il n'a pas vu qu'au contraire, les Français se sont saisis de ce débat. Le résultat, c'est qu'en 2005, le peuple était là, derrière les institutions, prêt à s'exprimer par le canal des institutions, mais depuis, le peuple, on ne l'a plus. Et d'ailleurs, on se garde absolument de le consulter sur une question aussi fondamentale que celle-ci, qui est une question de son avenir. On aurait dû le consulter pour le traité de Lisbonne, qui est une véritable forfaiture morale, pas juridique. Juridiquement, on peut montrer que le traité de Lisbonne est correct sur le plan constitutionnel. Encore que le conceptuel aurait pu d'ailleurs le lire autrement qu'il l'a fait. Mais bon, on aurait pu consulter le peuple, on aurait dû consulter le peuple, bien sûr, avant le traité de Lisbonne en 2009. On aurait dû le constituer sur le TSCG, le traité sur la gouvernance en Europe, dit traité d'austérité, qui introduit au niveau supranational européen la règle des 5% de déficit budgétaire et de 60% en matière de dette. C'est un traité qu'on aurait dû également soumettre au peuple français. Je vous rappelle qu'il a été négocié par Nicolas Sarkozy et ratifié par François Hollande contre la promesse qu'il avait faite en campagne électorale. Ce sont des faits, ouais, ce sont des faits réels. Et puis on aurait encore pu consulter le peuple français sur la grande réforme régionale de 2014 qui a été faite véritablement n'importe comment. Nous parlerons sans doute tout à l'heure des services publics, mais quand on voit ce que le découpage régional qui devait apporter des économies, qui aurait été apporter le contraire d'économies, à quel point il a pu éloigner encore les élus, on va dire, ou les élus, ou la bureaucratie régionale
des électeurs sur le terrain. Quand on voit ce qui a accompagné cela, c'est-à-dire les intercommunalités forcées, rendues obligatoires par Sarkozy et descendues à 15 000 habitants par François Hollande, ça a créé un tissu. Moi j'ai été élue de Picardie, qui est une terre assez déshéritée, ça fendait le cœur de voir le petit élu d'une commune courir derrière le directeur des services, c'est-à-dire un fonctionnaire. Le directeur des services de l'intercommunalité pour essayer d'avoir avec lui un rendez-vous. C'est quelque chose qui, si on parle de décentralisation, laquelle peut être faite correctement, à mon avis elle ne va pas dans le bon sens aujourd'hui, mais elle peut être faite correctement, si on parle de décentralisation, c'est quelque chose dont nous devrions réellement avoir honte et qu'il faudrait rectifier. Donc c'était encore une occasion que l'on aurait pu avoir de consulter le peuple français, après tout sur l'ensemble du redécoupage du territoire national. Ça aurait eu un sens. Et puis il reste un référendum dont je prends le pari qu'on ne fera pas, enfin rebus sextantibus. Nous ne savons pas ça va être trestantibus aujourd'hui, mais enfin, il reste encore une grande question qui est tout simplement l'avenir européen, l'avenir de l'Union européenne et l'avenir de la France de l'Union européenne. On va créer aujourd'hui une confédération politique, peut-être un jour élargir à 36, avec sans doute un vote à la majorité qualifiée, c'est-à-dire un État fédéral, et est-ce qu'on peut vraiment faire cela sans consulter le peuple français sur cette question essentielle à son avenir? Alors on peut prendre des paris, car il est encore possible de consulter, rien n'a encore été décidé depuis la dernière conférence qui s'est tenue à Budapest au mois de novembre. Rien n'est encore décidé, mais les choses sont en train, et la mécanique européenne est absolument redoutable, parce qu'elle se lance comme mécanique, elle crée ensuite des interdépendances telles qu'il est très difficile de revenir en arrière. Voilà, donc pour conclure la question que tu m'as posée, j'espère que je réponds plus ou moins à la question. Je pense que le vrai sujet n'est pas dans le jeu qui aujourd'hui n'est pas huilé des institutions de notre pays. Le vrai sujet, c'est dans le fait qu'on n'utilise pas ce qui serait utile dans la Constitution. Je pense au référendum, et je parle, pour être clair, du référendum sur les grandes questions nationales d'avenir du peuple français. Pas des petits référendums locaux qui existent au plan local, mais pas des petits référendums qui viendraient du plan national, mais qui consisteraient à consulter le peuple français soit de manière fragmentée, soit de manière totale, mais sur des mini-sujets, pas des grands sujets d'avenir. Je terminerai en disant que les institutions utiles sont celles qui, quand même, sont un petit peu conformes à ce que Stéphane Rosset s'appelle l'imaginaire français, un très bel ouvrage qui s'appelle Chaos, qu'il a publié il y a maintenant bientôt 2 ans, magnifique ouvrage, dans lequel il explique comment le peuple français fait de Gaulois batailleurs et querelleurs, de Celtes changeants et tumultueux, comme disait le président Mitterrand, tu t'en souviens André, que ce peuple très tumultueux, qui s'est créé dans le tumulte, et notamment le tumulte ethnique, avant de créer un imaginaire national, a aussi un grand besoin de verticalité. Il a besoin que les débats tumultueux, donc qu'il agite au plan horizontal, je vais dire, et à ordonner la projection vers un imaginaire commun, parce que c'est une banalité que de souligner le caractère universaliste de la France, sa projection universaliste, mais je crois qu'il y a ça, il y a encore ça dans la cervelle de nos concitoyens, de nous-mêmes, je l'espère. Et j'ajouterai qu'en dépit des excès de la culture différentialiste et wokiste qui affecte la société de manière plus grave que le diagnostic que j'avais entendu tout à l'heure, il me semble qu'il reste peut-être ce désir de verticalité, ce désir de commun plutôt, ce désir d'universel pour le peuple français. Je crois que les institutions, pas plus que d'autres, ne sont parfaitement adéquates à cela. Je crois qu'aujourd'hui, la crise est plus une crise du personnel politique et par là même du peuple français, et non pas l'inverse, qu'une crise des institutions. Car pour en finir là-dessus, on parle beaucoup des passions tristes, mais ce n'est pas parce que le peuple français a des passions tristes et négatives, on voit tout de suite lesquelles, qu'il y a crise éventuellement du jeu des institutions, pas des institutions elles-mêmes. C'est le contraire. C'est parce que la classe politique ne fait pas son devoir envers le peuple français qu'elle le livre à ses passions tristes. Voilà à peu près, de manière un peu désordonnée, je vous prie de m'en excuser. Les victimes sont devenues les coupables. On va dire ça.